Chers collègues, nous reprenons la séance. Nous poursuivons nos travaux de cette deuxième journée d'audition en accueillant Monsieur Charles Duchesne, qui est directeur de l'Agence française anticorruption. Je vous remercie, Monsieur le directeur, de vous être rendu disponible dans des délais une fois de plus serrés. Notre commission s'est penchée dans un premier temps avec des experts en géopolitique et des personnes reconnues dans le secteur académique sur notre sujet d'étude pour préciser les termes et les enjeux. Nous, parallèlement, nous commençons avec vous à auditionner les principaux les organismes, les administrations qui ont à connaître des questions d'ingérence étrangère sur notre territoire, et en particulier votre agence, que je dois connaître, je connaissais peu. L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale qui a été créé en 2016 par la loi Sapin II. Votre agence est placée auprès du ministre de la Justice et du ministre chargé du budget. Elle a pris la suite du service central de la prévention de la corruption qui avait été, c'est l'ironie, créé en 1993 par la première loi Sapin. Dans un premier temps, ce serait bien, je pense, puisque si moi je connaissais peu l'agence, je pense que beaucoup de gens ne la connaissent pas, y compris ceux qui nous suivent à distance, aussi bien la presse que nos concitoyens. Donc si vous pouviez nous présenter cette administration, le travail qu'elle a réalisé depuis 1993 et qu'elle réalise en ce moment, évidemment en matière de lutte contre la corruption en provenance de puissances, de groupes ou d'entreprises étrangères, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de notre commission. Et ensuite, si vous pouvez nous faire part de l'analyse des évolutions de pratiques en matière de corruption d'origine étrangère, du cadre juridique dans lequel vous évoluez, des évolutions peut-être qui vous sembleraient opportunes pour mieux lutter contre ces tentatives ou ces actes de corruption, et aussi l'analyse que vous faites de la situation de la corruption, aussi bien à un niveau local que national, mais aussi peut-être notamment au niveau européen par les bifurcations, les influences que ça a en France, puisqu'un certain nombre de personnalités françaises, par définition, siègent dans les instances européennes. Je rappelle que cette audition est ouverte évidemment à la presse, elle est retransmise en direct. Certains de nos collègues nous suivent par visioconférence. La particularité de ces auditions, monsieur le directeur, c'est que, respectant l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous êtes auditionné sous serment. Ce serment consiste à dire la vérité, excusez-moi, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous demande, monsieur le directeur, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie et vous avez la parole pour 15 minutes. Je vous demanderai de tenir les délais puisque c'est vrai qu'on dépasse vite ces 15 minutes. Je vous remercie. J'avais demandé hier si on pouvait m'adresser quelques questions, parce que je voulais savoir dans quel cadre se situait mon audition. Donc en 15 minutes, je ne pourrai pas répondre aux questions qui m'ont été proposées, mais je vais d'abord vous présenter l'agence et peut-être vous dire en quoi elle est concernée par les sujets qui intéressent votre commission. Alors je rappelle que donc nous exerçons depuis le début de l'année 2017, puisque nous sommes issus de la loi du 9 décembre 2016 et que j'ai été nommé en qualité de préfigurateur dans un premier temps, puis de directeur le 16 ou le 17 mars 2017 pour une durée de 6 ans. Nous sommes en effet un service à compétence nationale. Je reviendrai sur le statut. Si j'omettais de le faire, posez-moi la question, parce qu'il y a eu des débats assez nombreux sur est-ce que le statut est adapté, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il faut une autorité administrative indépendante, etc. Donc nous avons en effet succédé d'une certaine manière au service central de prévention de la corruption, mais qui avait des missions beaucoup plus étroites, puisque j'ai coutume de dire, sans faire de l'humour, qu'il était un peu cantonné dans un rôle contemplatif. Il regardait ce qui se passait, mais il n'avait pas vraiment les moyens d'agir sur l'événement. Nous avons, nous, des missions qui sont beaucoup plus larges, des pouvoirs qui sont beaucoup plus grands, puisque le législateur nous a donné à la fois un rôle de conseil, de soutien, tant aux acteurs publics qu'aux entreprises, nous a donné naturellement un rôle de coordination administrative dans le domaine qui est le nôtre. Et à cet égard, d'ailleurs, nous sommes actuellement en train d'élaborer le prochain plan pluriannuel de lutte contre la corruption pour la période 2023-2025. Nous assistons les autorités compétentes dans la prise de leur position dans les enceintes internationales sur ces sujets-là, etc. Et puis, nous avons également des activités de contrôle. Alors, je vais rappeler en 2 mots quelles étaient les causes profondes de ce texte. Elles étaient doubles, à mon avis. La première, c'est qu'on avait été évalué de manière très péjorative en 2012 par l'OCDE, qui considérait
qu'on ne faisait pas le travail en matière de lutte contre la corruption et qui allait même au-delà, mais sur des considérations lesquelles je ne veux pas rentrer, sur les questions des dépendances du parquet ou autres, mais qui surtout considérait que compte tenu de l'importance de notre activité économique, on avait une activité de poursuite qui était très modérée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je crois qu'aucune personne morale n'avait jamais été condamnée pour ce type de fait. Et les peines prononcées étaient généralement d'une telle faiblesse qu'elles n'étaient pas très incitatives, si je puis dire. Deuxième cause, c'était une réaction de la France aux procédures dites extraterritoriales menées notamment par les autorités américaines et qui avaient conduit à la sanction d'un certain nombre de grands groupes. Et la loi était, en tout cas, se voulait être une réponse à ce phénomène. Alors, je vais commencer par la fin en vous disant que, même si je ne suis certainement pas le mieux placé pour apprécier mon travail, ces objectifs ont été atteints. C'est ce que nous dit l'OCDE et c'est ce que nous démontre jusqu'à ce jour la réalité, puisque aujourd'hui la France poursuit et juge les affaires de corruption qui se déroulent sur son sol ou qui sont commises par ces entreprises, ce qui n'était pas le cas avant, avec des sanctions significatives. Et aujourd'hui, la France est reconnue dans la communauté des nations comme étant un pays sérieux qui fait le travail, qui est même cité en exemple sur la qualité des dispositifs que nous avons adoptés, aussi bien en termes de prévention qu'en termes de poursuite et de répression. Et je fais notamment allusion à la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est ce mode transactionnel de règlement des procédures pénales en matière de corruption, et qui nous a permis de nous aligner sur un certain nombre de procédures étrangères, comme les DPI américains ou les procédures britanniques, ce qui a la double vertu, d'une part, d'avoir instauré un instrument de dialogue. On peut arriver à coordonner nos poursuites et à ne pas poursuivre les entreprises à de multiples reprises pour la même chose, avec une succession de sanctions qui peuvent être tout à fait défavorables pour elles dans la conduite de leur métier. Alors, nous ne sommes pas un service de renseignement, nous ne sommes pas un service de contre-espionnage, nous avons des missions qui sont clairement définies par la loi. La loi du 9 décembre 2016 a imposé aux acteurs économiques de grande taille, plus de 500 salariés et au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, de mettre en place des procédures de prévention et de détection du trafic d'influence et de la corruption pour les entreprises et pour les administrations publiques, pour faire simple. La loi a imposé des contrôles de l'AFA, mais sans dire ce que l'AFA devrait contrôler, et par conséquent, s'est privé de la capacité d'édicter des sanctions, puisqu'il n'y a pas d'obligation précise adoptée par la loi. Ça va me permettre de répondre à une première question qui m'a été posée et qui faisait suite au constat du rapport d'évaluation parlementaire de la loi Sapin II par les députés Gauvin et Marlex. Des progrès moindres dans le secteur public, bah oui, forcément. La loi n'a imposé aucune obligation, la loi n'a imposé aucune sanction, et donc un nombre d'acteurs publics ont longtemps considéré que finalement ces procédures de prévention et de détection, elles étaient facultatives, et que finalement ils n'avaient pas à les mettre en place. Alors nous avons essayé de construire autour de ce vide un dispositif, un référentiel anticorruption, qui d'ailleurs pour les acteurs publics n'intéresse pas simplement la corruption et le trafic d'influence, mais également les 4 autres infractions d'atteinte au devoir de probité que sont la concussion, le détournement de fonds publics, le favoritisme et la prise illégale d'intérêt. Donc nous avons bâti un référentiel qui au début a été un peu contesté par les acteurs publics et puis qui aujourd'hui est accepté. Et il est tellement accepté d'ailleurs que dans le rapport d'évaluation parlementaire, il y avait une proposition qui tendait à entériner par la loi, d'une certaine manière, la pratique que nous avions posée. Donc je suis tout à fait satisfait de cette évolution, en tout cas de cette proposition d'évolution. Une question nous avait été posée, évidemment, je ne me mets pas du tout sur la défensive, mais je vais répondre aux questions qui m'avaient été proposées sur le nombre de nos contrôles. Non seulement le nombre de nos contrôles n'est pas faible, parce que nos contrôles sont très approfondis. Ils l'ont été d'ailleurs beaucoup plus au début qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les dispositifs sont plus sérieux, sont plus existants, et donc nos contrôles peuvent être plus rapides et plus ciblés.
Mais notre capacité d'action, elle dépend évidemment des moyens qui nous sont donnés. Et nos moyens sont très inférieurs à ce qui avait été annoncé au moment du vote de la loi. Sur un plan financier, on en est vraiment très loin, mais ce n'est pas tout à fait un problème parce que les moyens financiers qui sont les nôtres nous paraissent à peu près suffisants. En revanche, en termes d'effectifs, on est très loin du compte. Il y avait un effectif cible de 70 ETP. Nous sommes aujourd'hui à 48 ou 49, plus quelques mises à disposition. Nous devons être à peu près à 53, avec des missions très larges, des missions de conseil, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des missions de contrôle, des missions de coordination administrative. Nous sommes souvent l'interlocuteur de l'OCDE ou du GRECO lorsque des demandes sont présentées, et nous répondons souvent, nous consolidons les réponses qui sont apportées par l'ensemble des administrations concernées. Voilà quel est notre rôle. Je pourrais aller plus en détail si vous le souhaitez. Et là où nous sommes concernés par l'action étrangère, c'est que naturellement, il convenait d'essayer de ne pas laisser les juridictions étrangères sous prétexte de lutte contre la corruption, mener des investigations sur le territoire national, mettre nos sociétés nationales sous monitoring, accéder à de l'information qui pouvait être une information stratégique. Et donc l'idée, je pense que c'était l'idée de la loi, c'était de remettre un peu d'ordre dans tout ça et de faire en sorte que la justice française traite les problèmes français, retrouve sa souveraineté judiciaire. Et c'est ce que nous sommes attachés à faire chacun dans notre domaine. Et la meilleure illustration de cette réussite, c'est la signature en 2018, je crois, mais je n'ai pas trop la mémoire des dates, de la première convention judiciaire d'intérêt public, simultanément à la conclusion d'un DPA par les Américains sur la Société Générale. C'était la première fois que ces justices se rapprochaient et convenaient ensemble du principe d'une faute commise par l'entreprise, du principe d'une peine et de la répartition de cette amende qui pour nous s'appelle d'intérêt public. Il y a eu ensuite l'affaire Airbus. Toutes ces affaires sont connues puisque elles sont publiques. Donc si vous voulez, avec un succès pour nous, c'est que les monitorings, notamment dans l'affaire Airbus, ont été confiés à la France et pas aux États-Unis ou aux Britanniques. Ce qui n'est pas une garantie absolue, mais enfin qui est quand même un net progrès par rapport à ce qui se passait avant, où ce sont des cabinets américains qui, d'ailleurs, d'une façon très discutable à mon sens, venaient sur le territoire national faire le travail de la justice américaine. Ce que moi j'appelle de la trahison. Je vous le dis, je l'ai déjà déclaré devant certains de vos collègues. Il y a des règles à appliquer. Ça s'appelle l'assistance administrative, ça s'appelle l'entraide pénale. Moi, je considère que même avec l'accord d'une entreprise, le département américain de la justice n'est pas juridiquement fondé à envoyer des cabinets d'avocats faire des enquêtes sur notre sol. Ça n'engage que moi, mais je le leur ai dit d'ailleurs, je le leur ai dit. Ça n'engage que moi, mais je crois que c'est une saine application de la règle. Donc on était concerné par rapport à l'exécution de ces conventions judiciaires d'intérêt public. On est toujours, naturellement, mais enfin, les choses se sont quand même nettement améliorées. On était aussi concerné, et ça depuis le service central de prévention de la corruption, par la mise en œuvre de la loi de blocage qui nous conduit toujours d'ailleurs de temps en temps, à réunir un petit comité ad hoc pour examiner les documents réclamés par un État étranger et décider s'il est convenable ou pas de les leur donner, si ça porte atteinte à des intérêts supérieurs de l'État ou si ça peut être communiqué. Alors aujourd'hui, pendant longtemps, la compétence a été un peu partagée entre le CICE et à l'époque le CPC, et puis les choses se sont améliorées puisqu'il y a eu, alors pardonnez-moi, mais là encore j'ai pas les dates en tête, mais il y a eu
en février 2022 l'instauration d'un guichet unique auprès de la DGE et du CICE qui émet donc des avis. C'est donc un guichet unique, mais lorsqu'il Est-ce que vous s'agit pouvez de donner faire la signification de l'acronyme, s'il vous plaît? Alors, CICE, CICE, c'est le service. Alors, attendez, parce que c'est le service d'information stratégique. Attendez, je vais vous retrouver ça de suite. Pardonnez-moi, je suis un peu lent, mais je vais vous le retrouver. C'est un service de la Direction générale des entreprises. Voilà, merci monsieur. Merci. Voilà, donc il y a une compétence générale et nous avons une compétence résiduelle, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de transmettre des documents dans le cadre d'une convention judiciaire, enfin, dans le cadre d'une procédure, d'une poursuite pour corruption, et en particulier dans le cadre des conventions judiciaires d'intérêt public, c'est nous qui sommes compétents pour mettre en place ce comité. La réalité, c'est que les mêmes acteurs y sont invités et que les mêmes avis, à mon avis, sont rendus dans les deux cas. Voilà les deux points sur lesquels, si vous voulez, nous sommes au contact des difficultés qui vous préoccupent. Pour le reste, notre action, notre mission de contrôle et de conseil qui tente à mettre en place des procédures de détection et de prévention de la corruption, c'est un travail qui repose sur la mise en place de procédures. Nous n'avons pas accès directement à des dossiers de corruption. Accidentellement, évidemment, à l'occasion de nos contrôles, nous pouvons trouver un certain nombre d'informations, un certain nombre de soupçons qui peuvent nous conduire soit à diligenter un contrôle relevant de notre compétence, c'est-à-dire un contrôle d'initiative pour vérifier quel est l'état des procédures de conformité, soit à signaler les faits au parquet en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, mais nous n'entrons pas, j'allais dire, directement à travers notre mandat dans des affaires de corruption.